très difficile d'intervenir après un intervenant brillant, surtout surtout l'intervention dont on vient ce qu'on vient de voir là, c'est assez difficile. Donc, vous m'excuserez si mon intervention n'est pas aussi brillante et passionnante. Et je vais pas vous faire rêver énormément en fait. Mais non. En tout cas, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous livrer mon point de vue. Tout ça, finalement, c'est une question de point de vue. Et on a vu que celui d'intervenant précédent était tout à fait particulier. Alors, ce qui m'a bien plu, moi, dans ce point de vue, je vais parler un petit peu du point de vue de ce que j'ai entendu là, c'est cette capacité de passer d'une analyse très globale du 400 mètres à des choses très très pointues et très analytiques. On va du global vers l'analytique. Et puis derrière, replacer ça dans le projet de l'athlète, le projet de performance, etc. Moi, j'ai trouvé ça assez bluffant. Et je pense que souvent, c'est ce passage du global à l'analytique, on sait très bien le faire, mais replacer ça dans du global, on a toujours un petit peu de mal à le faire. Bien, donc c'est mon point de vue dont je vais vous parler sur le 400, et puis après on va essayer d'échanger à partir de ce point de vue. Observer pour comprendre un point de vue, bah oui, c'est un point de vue d'observateur, c'est-à-dire qu'on commence toujours par observer ce qu'il y a à voir, et puis pour comprendre, se poser des questions et essayer d'intervenir. En fait, l'observation et l'intervention sont étroitement liées. On observe pour intervenir. Donc, c'est par rapport au projet d'entraînement là que j'observe, et j'observe du coup ce qui me sert, et non pas, on n'observe pas tout. Alors, je ne sais plus qui avait dit cette phrase, il me semble que c'est Piacenta qui m'avait dit ça. Dis-moi ce que tu observes et je te dirai comment tu entraînes. Donc l'observation est toujours ciblée dans des éléments qui peuvent nous servir dans l'intervention, dans l'entraînement, dans la conception même de nos situations d'entraînement. Évidemment, quand on veut observer, on aimerait bien observer l'invisible. Si on se contente d'observer tout ce qui est visible de l'activité, le 400 mètres, c'est facile, je le chronomètre, il fait 45 secondes, voilà. J'ai observé le 400 mètres. Et ce n'est pas cette partie-là, évidemment, qui nous intéresse. Ce sont les processus qui l'ont mené à faire 45 secondes ou 44 secondes. C'est vraiment cette partie invisible de l'activité qui préoccupe l'entraîneur. Parce que c'est sur cette partie invisible, c'est sur celle-là qu'on intervient, en fait. Ce sont les processus. Alors ces processus, ils peuvent être énergétiques, évidemment, physiologiques, mais ils sont aussi de différents ordres, et c'est toutes ces dimensions qui nous intéressent. C'est une curiosité. L'entraîneur est toujours curieux. Il est curieux de comprendre pour intervenir. En fait, il fait toujours parler des indicateurs parce qu'on a une vision, on ne se mettra jamais à l'intérieur du coureur de 400 pour savoir comment ça fonctionne. Quand je vois un coureur de 400 faire son 400 mètres, je ne me fie qu'à quelques indicateurs. Ces indicateurs, ça peut être ses lactates, ça peut être sa vitesse, ça peut être le chrono. On ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. On n'est pas à l'intérieur. Par contre, on interprète toujours ces indicateurs pour essayer de se faire une idée de ce qui se passe, et effectivement intervenir sur ces choses-là. Bon, on va regarder des choses plus concrètes quand même. La performance sur 400 mètres, c'est simple, c'est une question de vitesse. Il faut courir vite. C'est la logique même de l'activité. À 400 mètres, c'est courir vite. Ok. Donc c'est une question de vitesse, et dans cette vitesse, il y a déjà deux choses qui sont importantes, c'est produire de la vitesse et la conserver. Parce que si j'en produis mais je ne conserve pas, ça ne le fait pas, puis je conserve bien de la vitesse que j'ai déjà produit. Donc je suis parti de ce constat assez simple, c'est une question de vitesse en fait. Donc qu'est-ce que c'est que la vitesse? C'est du déplacement dans le temps et dans l'espace. Donc en fait, il y a deux dimensions. Et bien souvent, on néglige ce fait-là qu'il y a deux dimensions dans la vitesse. On se fie uniquement à un temps de passage, sans se préoccuper de ce qui se passe dans ces deux dimensions.
Bah oui, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Jusque-là, personne ne va me contredire, je pense. Hein, la vitesse, c'est fréquence que multiplie amplitude. Hein, il y a toujours ces deux composantes. Donc la performance, quelle qu'elle soit, hein, je parle d'une performance en tant que résultat de l'activité, une performance est toujours une structure rythmique, puisque ça se déplace dans le temps et dans l'espace. Hein, il y a une cadence, il y a une structure rythmique qui correspond à la performance. Il n'y a pas de performance sans cette structure-là. Alors justement, c'est sur ce rapport fréquence-amplitude que moi je me suis penché pour voir un petit peu sur le rapport fréquence-amplitude, comment ça évolue tout au long du 400 mètres, hein, comment cette structure rythmique, quelle est-elle d'abord, quelle est la structure rythmique du 400 mètres, et puis comment ça évolue, et puis comment ça se construit, et comment ça se travaille. Hein. Est-ce que ça se travaille d'abord? Ça, c'est une des questions que je me suis posée. Alors, il fallait bien que je parte, bien sûr, de choses très observables, très objectives. Hein, je ne pouvais pas réfléchir à la musique du 400 comme ça. Hein. Donc, j'observe et puis j'en tire des données. Hein. Alors, des données, voilà. Ça, c'est un tableau de chiffres. Vous avez le nom des athlètes, les performances sur 400 mètres, et puis des rapports fréquence-amplitude, des vitesses au 100, au 200, au 300, au 400, hein, et avec même le temps de passage, même si pour moi c'est pas très significatif le temps de passage, mais je l'ai mis aussi. Maintenant, voilà, on a tout un tas de données, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi, hein. D'abord, la première chose, c'est est-ce que ces données c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité de ce qui se passe? Hein? Eh bien, en fait, non. Pas du tout. C'est pas la vérité, ça. Hein, c'est pas ça qui s'est passé. Je m'en suis aperçu la première fois, c'est quand j'ai fait mes calculs, là, je les ai envoyés à Bruno, et Bruno m'a renvoyé un mail immédiatement, il m'a dit « tes chiffres sont faux, il y a Joe Maizetti, il a observé autre chose, et il a d'autres chiffres. Et c'est pas les mêmes. » Donc là, j'ai commencé à me poser plein de questions sur l'observation. Est-ce qu'on observe vraiment la même chose? Et bon, on pourra en parler tout à l'heure, mais quand on observe à partir de la vidéo, par exemple, eh bien, il y a tout un tas de biais possibles, hein, pour que les chiffres se modifient et changent complètement. Hein, bon, voilà, en tout cas, avec les outils que j'avais à ma disposition, hein, les vidéos que j'avais, voilà ce que moi j'ai relevé comme chiffres. Alors évidemment, ces chiffres-là, pour l'instant, ne parlent pas. Hein, si on regarde un tableau comme ça, on ne peut pas trop savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, hein, et en quoi ça peut modifier la façon d'entraîner. Qu'est-ce que je pourrais changer dans l'entraînement en regardant ça. Donc effectivement, ce qui est important, ce n'est pas les chiffres. Les chiffres ne sont pas très importants. Ce qui est important, c'est de leur donner du sens. C'est voilà, qu'est-ce que moi j'y vois, hein, qu'est-ce que j'y vois. Et ben, je vais vous dire ce qui m'a sauté aux yeux, moi, hein, c'est que pour faire un 400 aux alentours de entre 50 et 51 secondes, alors pourquoi j'ai pris ce niveau-là? Parce que c'était un niveau qui m'intéressait moi, parce qu'à l'époque j'entraînais Solène Désert, et que j'aurais bien aimé qu'elle fasse moins de 51 secondes. Parce que à ce moment-là, hein, c'est des temps qui lui auraient permis, hein, de passer d'un bon niveau qu'elle avait, hein, record 51-42, au niveau auquel elle aspirait. Elle voulait faire une grande finale à un moment, vivre des émotions auxquelles elle aurait bien voulu, des courses auxquelles elle aurait bien voulu participer. Donc je me suis intéressé à Solène, parce que je la connais bien, hein. J'ai regardé comment elle faisait ses chronos, hein. Donc 52-32, ça c'est une course en 2006, 51-63, c'est sa série au championnat du monde à Berlin en 2009, hein. Donc voilà, ça c'est les deux premières courses. Les chiffres de Muriel Urtis, c'est en 2010 à Barcelone, c'est sa série des championnats d'Europe, parce que j'avais observé, donc j'ai pu tirer ces chiffres-là. Et puis ici, il y a toute une liste de filles qui ont fait en demi-finale à Berlin entre 50 et 51 secondes, donc le niveau un petit peu que Solène
auraient bien aimé avoir, et qui du coup ont réussi à passer en finale. Et donc je me suis posé la question, comment elles font entre 50 et 51, comment elles le font en demi-finale d'un championnat du monde pour avoir les pieds en finale, quoi. Et puis la dernière ligne, c'est Sanya Richards, en finale, cette fois-ci à Berlin, quand elle fait 49 secondes. Et puis j'ai observé un petit peu comment c'était réalisé aussi. Voilà. Bon, qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux immédiatement? Et je l'avais déjà dit en 2010, c'est que on a l'impression, alors moi je ne fais pas de statistiques, je n'ai pas fait une moyenne, je n'ai pas fait de pour voir quelle était la moyenne de fréquence, la moyenne, c'est pas ça que je regardais. J'ai regardé ici cette colonne-là, et puis j'ai regardé aussi cette colonne-là, et moi j'y ai vu, c'est mon interprétation, j'y ai vu une cadence rythmique, quelque chose qui a tendance, c'est pas une moyenne mathématique ni quoi que ce soit, qui a tendance à tendre vers du 4 foulées secondes. C'est-à-dire comme si toutes les filles tendaient vers 4 foulées secondes. Dans ce contexte-là. Donc ça m'a vraiment interpellé. Pourquoi 4 foulées secondes? Voilà. Et puis en observant les Françaises, je m'aperçois qu'elles ne sont pas tout à fait dans le tempo, dans la musique, dans le rythme. Elles sont plutôt sur du 3-7, 3-6, 3-7, et c'était presque systématique, quoi. Donc ça m'a vraiment interrogé, et je me suis dit, en réfléchissant un peu sur le 400 mètres, l'idée d'être économique et rapide à la fois, eh bien, est-ce que ce ne serait pas ce rythme, cette cadence, cette fréquence-là qui donne cette économie et cette vitesse à la fois? Voilà, c'est juste ça qui m'interpellait. Alors les questions, on pourra revenir sur les chiffres si vous voulez, mais il faut que j'accélère. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, donc c'est cette histoire de rythme. En neurosciences, ils parlent de ça, et alors ils voudraient arriver à mettre des casques aux athlètes et arriver à mettre ce rythme en place. Et ce serait une manière d'entraîner. Oui. L'histoire musicale, effectivement, on reviendra justement sur la musique, parce que j'ai un petit peu réfléchi aussi sur la façon dont on apprend la musique. Comment on apprend la musique. Alors, les questions que je me suis posées, c'est 1. Existe-t-il une structure rythmique type permettant de courir son début de course en efficience? Alors, je vais revenir sur le concept d'efficience. Qu'est-ce que c'est que l'efficience? Vous avez bien compris, c'est le compromis entre l'efficacité et l'économie. C'est tout simple. D'accord? Deuxième question, la structure rythmique, mais d'où elle vient en fait? D'où vient la musique? La structure rythmique dépend-elle de l'individu ou du contexte? Est-ce que c'est la course qui fait que tout le monde finit par faire du 4 foulées secondes, sauf les Françaises, ou est-ce que c'est vraiment le coureur de 400? Je suis coureur de 400 parce que je connais la musique. J'ai cette musique en moi. Donc en fait, c'est vraiment la question qui m'interrogeait. Et puis, après avoir répondu à cette question-là, il faut absolument, peut-on s'y entraîner et comment? Comment je peux m'entraîner à cette rythmique? Donc il faut revenir un petit peu sur un concept qui s'appelle l'efficience. C'est le meilleur compromis vitesse-économie. Donc la motricité de l'athlète sur 400 mètres est soumise à une double contrainte. Il y a une double contrainte. À chaque fois, on veut absolument mettre ça soit sur de la vitesse, soit sur de l'économie. Mais il faut toujours prendre les deux choses en même temps, jamais de façon dissociée, toujours en même temps. Donc c'est une double contrainte d'efficacité et d'économie. Il s'agit de produire le maximum de vitesse au moindre coût. C'est vraiment ça, l'efficience, c'est vraiment ça.
Exemple de la conduite automobile, je cherchais un exemple concret pour comprendre ça. Je suis venu en voiture à Orléans de Brest, hein, donc il y a 600 km, et donc j'ai fait le plein en partant, d'accord, et puis la contrainte c'était d'arriver à l'heure, et donc pour arriver à l'heure, il ne fallait pas que je m'arrête prendre de l'essence. Hein, donc, eh bien, c'est cette double contrainte qui a organisé en fait ma conduite tout au long du chemin, quoi. Hein, c'est-à-dire que mon pied sur l'accélérateur, mon œil sur la... Voilà, donc c'est un petit peu... Les travaux. Ouais, il faut prévoir les travaux, ça c'est pas évident. Et les déviations. Alors, bien sûr, on va épuiser, hein, là la physiologie a tout à fait raison, hein, là je suis à 100% d'accord avec ce que dit Christine et comment elle modélise la chose. Hein. Mais l'épuisement doit intervenir une fois la ligne franchie. Hein, et bien souvent, si on se trompe un tout petit peu, je tombe en panne d'essence juste avant d'arriver, ou alors j'arrive avec un demi-teint et en retard. Hein, donc voilà, c'est l'épuisement. Donc c'est ça. Je dois arriver épuisé, mais là sur la ligne, pas juste avant, pas après. C'est sur la ligne. Donc l'athlète, donc, dans cette recherche d'efficience, là, fait émerger une structure rythmique de début de course qui devrait lui procurer vitesse, fluidité et disponibilité. Hein, ça se traduit par des sensations. J'étais coureur de 400 et je sentais bien, quoi. Hein, il y a des fois où non, je sentais rien du tout. Et puis il y a d'autres fois, ah oui, là, je sais très bien, c'est bon. Hein. Pourquoi c'était bon? Parce que c'était toujours fluide, c'était pas heurté du tout comme sensation, c'était un rythme assez fluide. Et puis la disponibilité c'est quoi? C'est quand je passais au 200 ou au 250, c'est l'impression que si j'en mets là, il n'y a pas de problème. Je suis disponible pour en mettre. Hein, c'est-à-dire dans les intentions, j'en mets pas, mais je sais que je peux en mettre. Hein, et dans cette sensation-là, hein, elle est issue de cette structure rythmique, de ce rythme-là. Donc la structure rythmique, la musique, hein, moi je pense que c'est vraiment une musique, hein, obtenue et liée aux perceptions de l'athlète, et ça a été dit tout à l'heure, il y a vraiment un lien entre la perception et l'action. Hein. Et il n'y a pas que la perception visuelle, hein, le visuel bien sûr est très très important, parce que c'est par le visuel qu'on se rend compte de l'espace, hein, mais il y a aussi tout ce qui est plutôt sur des repères internes, hein, qui sont des sensations de rythme en fait. Donc il y a un lien entre perception et action, hein, et donc ça nous oblige à en même temps être sur des repères externes qui sont plutôt visuels, hein, et puis des repères internes qui sont plutôt vraiment les sensations. Et en permanence, qu'est-ce qu'on fait en fonction de ces deux types de repères? Eh bien, on régule. Hein, on régule au fur et à mesure de la course. On régule son activité pour que la double contrainte soit bonne. Il faut que ce soit fait. Hein. Donc, on régule en permanence et dans l'action. En permanence et dans l'action. Ça j'en suis persuadé. Alors, donc c'est de la gestion. Donc, en fait, on gère. Hein, on gère en permanence, hein, comme le pied sur l'accélérateur, hein, c'est de la gestion. Alors là, je vais aller assez vite parce que j'ai été chercher du coup des théories qui pourraient expliquer ce phénomène-là. Hein. Donc j'ai été un petit peu dans des cadres théoriques, hein, qu'on utilise en STAPS. Alors, il y a une théorie qui est appelée cognitiviste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie? Ça dirait que le rythme est une habileté, hein, c'est un savoir-faire, quoi, je sais faire, qui serait stocké en mémoire, qu'on aurait travaillé à l'entraînement, évidemment. Hein. Alors ça arrange bien l'entraîneur, parce que du coup, il sait ce qu'il doit apprendre. Hein. Je vais t'apprendre le rythme. Hein. Donc, sous forme de schéma. Donc, on aurait un schéma, une partition, quoi, hein, quelque part inscrit, bien sûr, dans la tête. Hein.
sous forme de schéma. La performance est alors dépendante de la capacité à reproduire une structure prédéterminée. Donc ça voudrait dire que je l'apprends la musique, et si je suis performant, c'est que je reproduis cette musique le plus fidèlement possible à ce qui était marqué sur ce qu'il y a sur la partition. Voilà. D'accord ? Donc, cette théorie-là pose, de mon point de vue, donc ce serait une stratégie, un plan. Hein, j'ai un plan avant de partir. Hein, dans la poche, j'ai ma partition, quoi. Ça pose un problème. C'est le problème de la singularité et de l'instabilité de l'individu. C'est-à-dire que, ah oui, mais alors, la partition, elle est peut-être bonne pour quelqu'un, mais pas forcément pour le voisin. Donc, si je prédétermine en amont cette musique-là, je risque que ce ne soit pas vraiment adapté à la personne qui va la réaliser. Et puis, deuxième problème par rapport à le fait d'avoir prédéterminé la musique, c'est que l'individu est par définition instable, c'est-à-dire qu'il ne produit pas toujours la même musique. Bien sûr, il y a des structures qu'on retrouve, hein, mais autour de la structure, ça varie. Hein, et on peut faire des choses qui sont différentes quelquefois. Et en fonction de quoi? En fonction de l'environnement. Tous les rythmes ne sont pas à l'intérieur. Donc deuxième théorie qui pourrait expliquer l'apparition de ce rythme-là, ce sont plutôt ce qu'on appelle la théorie écologique, c'est-à-dire que finalement, la musique, elle n'est pas à l'intérieur, elle est déterminée par les événements qui viennent de l'extérieur, hein, de la course elle-même, hein, des adversaires, du couloir, etc. On en a parlé déjà. Donc l'environnement physique et humain façonne la course. Hein, d'ailleurs, tous les athlètes vous disent j'ai fait une perf parce que je suis tombé dans la bonne course. Donc ça voudrait dire que c'est bien de l'extérieur que sont venus les éléments qui ont fait que le rythme est sorti. D'accord ? Donc il faut tomber dans la bonne course. L'individu répond aux variables du contexte, météo. Hein, je discutais de ça avec Aldo hier. On disait, mais quand on est coureur de 400, la première chose qu'on fait quand on arrive sur le stade, c'est on regarde le vent. Hein, le vent a une importance dingue, quoi, parce qu'on sait que ça va complètement changer la course. Ça va changer la musique, le rythme, tout va être différent. Donc la météo, le couloir, encore une fois, Aldo disait il faut faire abstraction entre le couloir 1 et le couloir 8, c'est pareil, ça fait toujours 400 mètres, etc. Non, ça change totalement la perception qu'on peut avoir de la course. Donc ça change l'action. Hein. C'est pas du tout pareil d'être au 8, au 1, au 3, au 4, c'est totalement différent. Les configurations, l'action des autres est incroyablement déterminante. Hein, y a plein d'exemples où en fait les coureurs sont en interaction. Ils sont en interaction. Il ne faut pas imaginer qu'on court tout seul dans son couloir. Hein, tous les coureurs de 400 le savent, hein, ça dépend de la course, quoi. Hein, je fais en fonction de la course. Hein, je ne peux pas dire ce que je vais faire. Donc voilà, il y a deux théories. Alors ces deux théories s'opposent totalement, quoi, évidemment, puisque vous voyez que c'est pas la même façon après d'apprendre. Et il y en a une troisième, hein, et c'est celle-là que je préfère. Alors cette troisième théorie, là, c'est une théorie qu'on appelle une théorie dynamique, c'est-à-dire que finalement, c'est pas dans l'individu ni dans le contexte que se situe l'émergence de cette structure-là, c'est dans leur couplage, c'est-à-dire cet individu particulier, quand il rencontre ce contexte à chaque fois différent, eh bien fait émerger typiquement 4 foulées secondes. Et donc ce serait ça. Donc finalement, c'est dans la course, ici et maintenant, comme disent les chercheurs, ils disent c'est pas avant, je fais un plan et puis je vais le mettre en œuvre, c'est dans la course, là, c'est là que ça se joue, en fonction de l'ensemble des contraintes et des ressources, à la fois dans le contexte et celle de l'individu. Donc c'est une conduite adaptative, donc c'est plus spontané, hein, donc on ne peut pas vraiment le calculer, quoi. Ça ne se calcule pas. Hein. C'est assez spontané,
mais néanmoins, c'est néanmoins construit. Hein, c'est pas du n'importe quoi pour autant. Hein, on ne fait pas tout d'un coup des choses complètement... Bon, ça c'est le petit passage par la partie théorique. Donc, je ne vais pas m'attarder, si vous voulez qu'on en parle, ce ne sera pas un problème. Donc la performance se construit dans la complexité et la singularité, c'est une activité humaine. Donc à partir de là, on ne peut pas le modéliser. Peu de constantes observées au mieux des tendances. Hein, il n'y a rien à faire à chaque fois qu'on essaye de voir s'il y a des constantes, même le 4 secondes. Si vous avez bien un tableau, il y a des filles qui ne font pas le 4 secondes et qui y arrivent quand même très très bien. Hein. Donc ce n'est pas une constante, c'est une tendance. Ça a tendance à aller vers ça. Échec récurrent des modélisations de courses prédéterminées. À chaque fois qu'on essaye de modéliser, moi j'ai essayé, hein, je modélise, je dis à l'athlète, voilà, tu vas faire ça, 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 ça. Et juste avant de rentrer sur la piste, elle me dit oui, je vais le faire. Et puis elle se met dans les starts et fait autre chose. Alors c'est pas qu'elle voulait pas me faire plaisir, mais elle faisait autre chose, il n'y a rien à faire. Peu de stabilité des individus lors des compétitions importantes. La forme. Hein, on dit, j'étais pas en forme. Mais qu'est-ce que c'est que la forme? Qu'est-ce que c'est que être en forme? Alors la physio va nous donner quelques indicateurs, mais ça suffit pas. On n'est pas satisfait de savoir si j'ai un peu plus de lactate ou c'est pas satisfaisant. Donc il y a une espèce d'incertitude de la performance, hein, et on est en permanence sur 400 dans la prise de risque. En permanence. Hein, c'est là que se font les meilleures performances, c'est quand je suis sur le fil du rasoir. Hein. En gros, je suis au sol, là, si j'en mets un tout petit peu plus, je suis en panne d'essence avant la fin, si j'en mets un tout petit peu moins, les autres vont arriver avant moi. Hein. Donc, qu'est-ce que je mets là? Hein, qu'est-ce que je mets? Le point de vue de l'acteur, le coureur en fait, hein, le point de vue du coureur est bien souvent négligé, les intentions du coureur tout au long de l'épreuve, c'est bien souvent négligé. On regarde le coureur de l'extérieur et on ne lui demande jamais quelles intentions, ou rarement, quelles intentions il a mis pour faire ça. Hein. Et c'est pourtant étonnant parce que le 400 mètres, au niveau des intentions, hein, quand on regarde la vitesse sur 400 mètres, elle ne fait que chuter. D'accord ? Quand on demande maintenant quelles sont les intentions qu'il a mis le coureur pour faire ça, les intentions, elles ne font qu'augmenter. C'est caractéristique, c'est-à-dire que pour aller vite, il ne met quasiment aucune intention, hein, et ça va vite. Et puis à la fin, pour aller lentement, il fait un effort monstrueux. Quoi. Hein, voilà. Donc, interroger un peu l'athlète sur le vécu, quoi, le vécu de cette histoire. Bref, la performance est dans l'adaptabilité. Moi, c'est ma conclusion, c'est-à-dire que c'est un système ouvert. Hein. On ne peut pas enfermer la performance au 400 dans des chiffres qui seraient valables à chaque fois. Hein. Ça ne peut pas se modéliser. Ça ne peut pas se modéliser à l'avance. Hein. Et c'est donc un système ouvert, donc ça va demander une grande adaptabilité, hein, pour le coureur. À partir de là, ça va changer la façon d'entraîner. Hein. On n'entraîne plus pour adapter le coureur, hein, à la course. Hein. C'est l'inverse, c'est-à-dire lui, comment il peut faire au mieux, quoi. Hein. Et donc ça va l'obliger à avoir tout un panel de possibilités. Alors maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer à l'entraînement pour développer cette adaptabilité, non pas cette adaptation. Hein. Quand le coureur est adapté, c'est fini, hein. C'est terminé, hein. Il ne sera plus jamais plus performant que ce qu'il est. Hein. Si en permanence il est sollicité, il continue à progresser. Donc une prise conjointe des aspects théoriques et pratiques, parce que là ça a été très très théorique, mais maintenant il faut voir comment ça s'opérationnalise sur le terrain. Des thèmes de travail et des situations ouvertes et variées, obligatoirement. Si je fais 6 fois 250 tous les lundis, au bout d'un moment, il n'y a plus cette adaptation. Je crée une adaptation. Et donc, je ne travaille plus sur l'adaptabilité. Donc, il va falloir varier en permanence pour, en permanence, ressolliciter ces capacités d'adaptation.
prise en compte de l'individu dans sa globalité, un lien entre ses ressources énergétiques, biomécaniques et psychologiques. Psychologique, j'aime pas trop le mot parce que le 400 mètres n'est pas dans la tête, ce serait plutôt perceptif, tout ce qui est perception. Donc là, il faut absolument lier dans la même situation ces trois dimensions, parce que le 400 mètres, c'est ces trois dimensions de façon liée. Le 400 mètres, ce n'est pas de la physio, le 400 mètres, ce n'est pas de la biomécanique, ce n'est pas de la psychologie, c'est les trois en même temps. Donc il faut que, dans la situation qu'on propose à l'athlète, il faut que j'ai quelque chose à percevoir, il faut que je m'organise corporellement, donc c'est le biomécanique, et que je gère cette énergie-là. Donc la situation développe tout autant les ressources que la capacité à les mobiliser en contexte de compétition, avec un lien toujours entre ce que je fais à l'entraînement et ce que je fais en compétition. Les deux sont fortement liés. Je ne peux pas m'entraîner à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais en compétition. Donc il faut que ça ait un sens, quoi. Et le point de vue de l'athlète comme repère pour l'entraîneur, il faut interagir avec l'athlète pour savoir justement comment chaque situation est perçue et comment il s'organise pour faire. Alors des exemples concrets, parce qu'au bout d'un moment on veut savoir qu'est-ce qui se fait, quoi. Je vais vous proposer des thèmes. Et puis, si vous voulez des précisions, je vous donnerai même des situations très précises que j'ai fait et dans cette optique-là. Donc, thème 1, intégrer le tempo 4 foulées secondes, passer des repères externes, j'ai un chrono pour le faire, aux repères internes, aux sensations. Ça, c'est essentiel. L'athlète en compétition, on ne va pas lui donner les temps de passage, on ne va pas lui crier les temps de passage. Donc, il ne pourra pas se fier à ces repères-là pour savoir s'il est dans le tempo et si c'est bon. Donc il faut absolument qu'il sente, qu'il ait cette sensation du 4 foulées secondes. Alors, pourquoi 4 foulées secondes? Parce que c'est ce qui va émerger de toute façon. Donc si j'ai jamais vécu le 4 foulées secondes, je risque d'être en difficulté. Donc il y a des situations où vraiment, au début on donne du chrono, et puis après on n'a plus besoin de donner le chrono, et puis la situation continue, ils sont toujours très exactement dans du 4 foulées secondes. Sans avoir besoin de donner des repères. Thème 2, adaptabilité, on fixe un des paramètres et l'athlète s'adapte et se réorganise sur les autres. Alors ça c'est intéressant, c'est par exemple le 4 foulées secondes a été obtenu avec une foulée de 2 mètres, eh bien je contrains la foulée à 2 mètres 10 et je demande encore du 4 foulées secondes. Et puis je mets une foulée à 2 mètres 20 et je veux encore du 4 foulées secondes. Maintenant, je te mets un 90, mais tu me fais toujours du 4 foulées secondes. En fait, voilà, j'ai dit, je fixe le 4 foulées secondes et je joue sur l'amplitude. Fais-moi du 4 foulées secondes, quelle que soit l'amplitude que je te propose. Mais ça peut être l'inverse, c'est-à-dire, je fixe la foulée, tu vas me faire des foulées de 2 mètres 15, et puis je te demande différents rythmes, mais autour de 4 foulées secondes. 3, 5, 3, 8, 4, 4, 2, reviens à 4, change, voilà. En permanence, on tourne autour de 4 foulées secondes en essayant sur une foulée qui, elle, ne varie pas, de sentir les différences, les contrastes. Thème 3, un travail sur les sensations. Bon, ça, je pense que tout le monde, tous les entraîneurs le font. Devine voilà, pour commencer ah oui, j'avais pourtant la sensation d'aller vite. Tu avais la sensation d'aller vite, mais tu ne vas pas vite. Plus vite, moins vite, facile, plus dur, relâché, contracté. En fait, on essaie de jouer sur ces intentions et on voit ce que ça modifie sur le rythme, voilà. Donc c'est un travail vraiment sur les sensations. Thème 4, maintenir le tempo, parce que dans l'idée de faire un 400 mètres, il va falloir conserver aussi ce 4 foulées secondes longtemps. Donc ça, c'est important. La montée de pyramide, tout le monde en fait, et on va lier ça au travail énergétique. Alors, peu importe les temps, quand vous faites une montée de pyramide, eh bien, en fait, vous travaillez à conserver le tempo. Je sais le mettre sur 100, est-ce que je peux l'amener au 150, est-ce que je peux l'amener au 200 ou 250. Voilà, donc là, je fais une pyramide, une montée de pyramide, je crée de la vitesse, par le tempo, par la musique, et puis cette musique-là, je la joue. Je continue à la jouer. Voilà, donc ça c'est la montée de pyramide. Après, les chronos, les récup et tout ça, peu importe en fait, l'idée c'est
de garder de la fréquence. Thème 5, adaptation en situation de fatigue. Et bien oui, ce tempo, ce serait bien qu'on le conserve en étant fatigué en plus. Hein. Donc, là c'est la descente de pyramide, récupération incomplète. Hein, je suis fatigué là. Et là, il faut jouer sur les intentions et prendre des repères sur soi. C'est comment je fais pour ne pas perdre ce rythme-là. Comment je fais pour ne pas le perdre dans une descente de pyramide. Hein, j'ai fait un 300, 200, 100. Hein, voilà. J'essaye, en état de fatigue, parce qu'une fois que le 300 il est fait, on n'est plus dans le même état, d'être toujours dans le tempo, dans la musique. Mais aussi, thème 6, jouer sur les contrastes. Alors, ça aussi, je suis sûr que tout le monde en fait. Hein. Du vite, relâcher vite. Hein. Ça, c'est intéressant. L'accélération par palier, très intéressant aussi. Et la situation que je préfère, c'est de plus en plus vite dans la série. Hein, je fais 3 fois 100, par exemple. Et bien, dans chaque série de 3 fois 100, il faut aller de plus en plus vite. Hein. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, tu vas faire 13 secondes, 12, 5, et puis 12. Hein, et puis tu fais ça 3 fois. Hein. Alors, on pourrait s'interroger sur pourquoi de plus en plus vite, alors que le 400, c'est de plus en plus lentement. Hein. Ben là, c'est pour travailler les intentions. Parce que même si la vitesse décroît, moi, je dois avoir l'intention d'aller de plus en plus vite. Donc, le plus en plus vite dans la série est assez intéressant pour ça. Thème 7, courir avec d'autres. On ne fait pas de performance seul, effectivement. L'autre est une contrainte et une ressource. Eh bien, il faut apprendre à courir devant, derrière, doubler, attendre, compenser. Je pars avec un retard et puis il faut que je le ramène, mais pas d'un coup. Il faut que je le ramène tout doucement et puis que je gère mon énergie en compensant, compensant un retard par exemple. Bref, jouer, quoi, finalement. Et le 4x4, pour ça, il y a une mine de situations dans le 4x4 et de choses qui sont intéressantes dans le 4x4 qui font qu'en permanence, j'ai ces contraintes énergétiques, biomécaniques et de perception là, de la course. Merci Pierrot de m'avoir fait faire du 4x4 à maintes reprises. Thème 8, 9, 10, à vous de jouer, imaginez tout ce que vous voulez qui permettent de travailler cette adaptabilité-là, avoir un registre large d'action, une motricité intelligente, moi je appelle ça de l'intelligence motrice, quoi. Bref, c'est ma conclusion, l'athlète s'adapte au rythme de l'entraînement, c'est une question de rythme tout ça, s'adapte au rythme de l'entraînement ou de compétition en créant sa propre musique qui le transforme en athlète. On devient athlète en fait quand je produis ce rythme, cette musique, qui est la musique de la course, mais aussi la musique de l'entraînement. Moi, je pense que c'est pas un hasard si les athlètes aiment bien avoir le casque sur les oreilles avant de courir. Ils ont un rapport à la course, à l'entraînement qui est rythmique, musical.